L'AMF, l'autorité des marchés financiers, donc, qui s'inquiète de voir peut-être des investisseurs un petit peu trop optimistes. Bonjour Pierre. Vide. Pierre Sabatier, donc président du cabinet PrimeView. Pierre, le gendarme de la Bourse, dans sa dernière cartographie des risques, estime que les actions sont remontées peut-être un peu trop haut, un peu trop vite, malgré toutes ces incertitudes économiques, géopolitiques et commerciales. L'autorité des marchés financiers, l'AMF, on peut le dire, est dans son rôle de protection des épargnants. On est d'accord là-dessus, sur le point de départ. Alors, est-elle dans son rôle? Peut-être il aurait mieux valu d'expliquer les raisons pour lesquelles aujourd'hui les marchés actions sont chers. On Le va y venir, sont-ils on va y venir, on va y véritablement? venir, on va y venir. Voilà, dans leur ensemble, oui. Après, je ne suis pas sûr qu'elle soit complètement dans son rôle. La prudence pour la prudence, surtout dans un monde dans lequel les gens sont déjà anxieux, ont plutôt tendance à plutôt avoir le pied sur le frein. Est-il un élément positif ou pas? Je crois que les régulateurs doivent aussi avoir des politiques qui sont contracycliques, plus que procycliques. Contracyclique, ça veut aussi dire que voilà, on est déjà dans un monde anxieux où l'épargnant a plutôt tendance à être immobile et inactif que actif. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit totalement en fait dans son rôle. Et puis, trop cher ou pas assez cher, encore une fois, le plus important, c'est quels sont les arguments qui Mais permettent de justement, justifier. quand l'AMF parle de valorisation boursière, revenu à leur plus haut niveau historique, est-ce que factuellement c'est vrai? Parce que le CAC 40 n'est pas revenu à son plus haut historique, on est à 7700 et quelques aujourd'hui, le point haut c'est Oui. 8250, on n'est pas au plus haut en termes de niveau Non, absolu. alors, Après, en termes de valorisation, est-ce que c'est vrai ou pas? non, on est monté plus haut dans les années 2000, bien évidemment. Donc, on est monté plus haut. Factuellement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les marchés actions américains ou européens d'ailleurs, hein, les deux sont plus élevés que leur moyenne historique. C'est-à-dire que, de mémoire, pour le S&P 500, on doit, en fait, lorsque les gens achètent, on va dire, le S&P 500, qui est l'indice large de référence aux États-Unis, aujourd'hui, les investisseurs sont prêts à l'acheter pour presque 22 années de bénéfices. Historiquement parlant, c'est-à-dire au cours des 20 dernières années, 25 dernières années, on tournait plutôt autour de 16,5. Vous voyez, donc oui, près de 22 années par rapport à 16 années et demie, qui est la moyenne au cours des 20 dernières années, on peut dire que c'est plus élevé que la moyenne historique. En Europe, on tourne autour de 15, alors qu'on était plutôt autour de 13,1 lorsqu'on regarde l'Eurostoxx, c'est un indice large qui correspond à son Donc on est homologue sur des américain. hauts niveaux de valorisation. On est sur des hauts niveaux, pas les plus hauts niveaux, on est allé plus loin, mais la question fondamentale, c'est est-ce que ces hauts niveaux-là sont justifiés? Et j'ai presque envie de vous dire qu'il y a deux raisons structurelles, si vous me permettez. Une première qui est une raison d'ordre structurel, et c'est ça qui est intéressant ou qui devrait peut-être être plus relevé depuis pas mal de temps. Finalement, le monde des marchés financiers, c'est pas autre chose que le rapport entre l'offre et la demande, entre une épargne qui est abondante et finalement une offre de papier, c'est-à-dire qu'avec cette épargne-là, qu'est-ce que je peux acheter en face? Or, aujourd'hui, il y a des raisons structurelles qui font que, on va dire, les marchés se payent plus cher que par le passé. C'est parce que depuis 20 à 25 ans, on n'a jamais généré autant d'épargne que par le passé. Ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup d'argent et il faut bien qu'il achète quelque chose. Or, il n'y a pas plus aujourd'hui d'actions en circulation. Il y en a même moins à travers les réductions, en fait, les réductions les rachats d'actions, pardon, qui sont réalisés notamment aux États-Unis. Et donc, vous êtes face à un énorme tuyau qui est branché sur les marchés avec finalement relativement peu de choses à vendre. Eh bien, quand vous avez un gros tuyau avec beaucoup d'épargne disponible et peu de choses à vendre, eh bien, c'est logique de voir l'unité de papier, hein, ce qui reste en fait sur le marché, valoir plus cher, tout simplement parce qu'il y a une concurrence entre finalement l'offre de papier et l'épargne disponible pour être investi. Ça, c'est plutôt une raison structurelle qui explique pourquoi fondamentalement il faut se méfier des moyennes historiques au cours des 25 dernières années, parce que nous ne sommes plus il y a 25 ans et aujourd'hui, la capacité de nos économies à générer de l'épargne n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui. D'ailleurs, essentiellement pour des raisons démographiques, mais malheureusement, je ne pense pas qu'on ait le temps en fait de vous expliquer Mhm. pourquoi aujourd'hui. Mais structurellement, gardons bien en tête que finalement, la cherté, c'est-à-dire le fait d'accepter de payer plus cher quelque chose que par le passé, elle vient aussi du fait qu'il y a beaucoup d'argent à investir et finalement peu de choses à acheter. Et donc, Mhm. naturellement, l'unité à disposition, en fait, a tendance à s'acheter plus cher. C'est pas vrai d'ailleurs que sur les actions cotées. Mhm. C'est aussi vrai dans le private equity. Ça a été vrai globalement dans tout, hein. D'ailleurs, Pierre, même, après, il y a je aussi le fait crois, que les boîtes oui. sont en bonne santé. Si elles sont très Et profitables, en croissance, voilà. c'est pas non plus aberrant d'avoir des marchés qui soient plus chers. Je Ça, pose la question, donc hein, c'est pas une le affirmation, hein. premier point était celui, effectivement, vous avez raison, il y a deux dimensions. Là, j'ai parlé en fait pour le coup, de la partie de l'épargne à disposition qui doit être investie sur quelque chose. Il y a peu de choses à acheter, donc c'est normal que ça vaille plus cher. Et par ailleurs, qu'est-ce que la cherté? C'est on n'achète pas une action pour ce qu'elle a fait. Or, les niveaux de Pour ce qu'elle valorisation va qui sont faire. utilisés, quels sont-ils? Mais ce qu'elle va faire,
Et donc, on l'achète parce qu'on est convaincu qu'elle va créer plus de valeur demain qu'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, le niveau de valorisation correspond tout simplement au prix donc, de l'action sur le bénéfice par action projeté au cours des 12 prochains mois. C'est ça en fait le sujet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce qu'il est donc, là ça me permet de commenter finalement la différence de cherté entre le marché action américain et le marché action européen. Aujourd'hui, il s'explique aussi pourquoi, parce que naturellement les boîtes américaines affichent des taux de croissance projetés pas que sur l'année qui vient, mais sur aussi les années qui suivent, parce que l'économie américaine a un taux de croissance potentiel plus élevé qu'en Europe, donc c'est logique que les taux de croissance des profits des entreprises américaines soient plus élevés que les taux de profit des entreprises européennes, et donc il y a une forme de légitimité. Là, on se compare ces 22 années de bénéfices projetés sur les 12 prochains mois, mais si on a bien les 10% de croissance bénéficiaire sur l'année qui suit, eh bien naturellement, si les cours boursiers ne bougent pas, eh bien ce niveau de valorisation va avoir tendanciellement, va tendanciellement baisser. Donc le vrai sujet, c'est que si jamais vous avez pour le coup des craintes, parce que le niveau de cherté n'a jamais été un indicateur de timing, c'est un indicateur d'altitude. Et je pense que c'est important en fait que nos éditeurs l'entendent. Un niveau d'altitude, ce qui va vous traduire quoi? D'ailleurs, un marché pas cher n'a jamais été un argument suffisant pour l'acheter. Il faut qu'il y ait une bonne raison pour qu'il y ait des surprises positives qui nous amènent à être séduits par une entreprise et sa capacité à créer plus de richesse demain qu'aujourd'hui. Donc, enfin, il y a plus de chances d'avoir un crack ou une grosse correction quand les marchés sont élevés que quand ils sont bas. C'est moins un indicateur de timing que d'ampleur. Effectivement, quand vous avez des marchés pas chers et que vous commencez à rentrer dans un cycle de conjoncture favorable, naturellement, ça veut dire qu'en fait, vous avez beaucoup d'espace. Donc, il y aura une intensité de hausse qui sera beaucoup plus importante sur les marchés qu'évidemment lorsqu'ils sont très élevés. Donc, il y a une forme d'asymétrie quand on est sur ces niveaux de valorisation. Alors évidemment, le vrai sujet fondamental, c'est que pour le coup, à 21 à 22 années de bénéfices, vous ne pouvez pas supporter des déceptions sur le front de la microéconomie. Ah, c'est intéressant. Et donc, je fais le lien avec le fait que la saison des publications de résultats va s'ouvrir bientôt. Et là, ça sera un bon test pour les valorisations des actions parce que on imagine que toute mauvaise nouvelle ou déception sera évidemment sanctionnée plus durement. Voilà, et c'est là où il y a asymétrie. C'est qu'en fait, à ce niveau d'altitude, ça ne supporte pas la déception, et si déception il y a, la correction est violente. Alors, en tout cas, elle est de grande ampleur, vous l'avez compris. Mais pour le coup, donc la question fondamentale, c'est y a-t-il aujourd'hui des raisons de craindre une mauvaise saison de publication de résultats des entreprises américaines? Les attentes sont-elles élevées? La réponse n'est pas franchement oui. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, c'est que déjà, les attentes ne sont pas très élevées, et deux, est-ce que ce qu'a fait Donald Trump finalement a distordu complètement les règles du jeu au point de mettre en difficulté les entreprises américaines, si on se concentre sur le marché américain? Aujourd'hui, on n'en a pas l'assurance. D'où, à partir du moment où vous n'avez pas de changement fondamental de règles du jeu, vous avez certes un ralentissement aux États-Unis, mais qui n'est pas non plus de très grande ampleur et qui était essentiellement associé en fait à un effet d'aubaine, donc au premier trimestre, qui va être corrigé au deuxième trimestre et vous verrez, on ne sera pas loin de 2,5 ou 3% de croissance au second trimestre en fait aux États-Unis. Aujourd'hui, vous n'avez pas de contexte qui font que, notamment à travers en fait là aussi le changement de règles de jeu fiscales qui risque de favoriser la protection des profits des boîtes américaines. Il n'y a pas vraiment en fait de raison d'être très inquiet quant à la force de la microéconomie américaine à aujourd'hui. Donc, à partir de ce moment-là, oui, les marchés sont chers, mais les conditions sont-elles réunies pour qu'ils corrigent de grande ampleur, pour avoir finalement des surprises négatives en grande proportion parmi les 500 boîtes américaines dont on parle là, ou des 350 boîtes de la zone euro? La réponse est pour le moment pas franchement. Donc, certes, les marchés sont chers, mais pour autant, y a-t-il un risque en fait d'inversion de tendance qui l'amène à subir une correction forte? Pour l'instant, on n'en est pas persuadé parce qu'il n'y a pas vraiment de changement de règle du jeu qui crée de l'incertitude quant à la capacité des boîtes américaines à créer du profit. Et j'ajouterai juste un mot en disant que c'est d'autant plus vrai qu'à travers ce qu'a négocié, encore une fois, Donald Trump pour protéger les profits des plus grosses boîtes américaines, il ne faut pas être dupe. C'est le fait que les grosses boîtes américaines soient plus soumises à l'imposition mondiale commune, c'est clairement un vecteur de soutien des très grosses boîtes américaines, les 7 magnifiques ou les 5, nous on est les 5 grands trusts technophiles aujourd'hui qui vont en bénéficier au premier chef et qui continueront probablement de tirer la saison d'un point de vue microéconomique l'ensemble des boîtes américaines vers le haut. L'Europe est un peu moins bien positionnée par rapport à cela, mais bon, l'Europe est quand même moins chère. Donc, bon an, mal an, on est à peu près en fait dans les mêmes standards. Allez, merci beaucoup. Explication signée Pierre Sabatier, président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David, à bientôt. Belles vacances. Bye.